Alors bonjour à tous, on se retrouve pour le 9e cours, avant-dernier. C'est la suite, donc maladie et contagion. Préalable, la médecine psychosomatique. Le paradigme psychosomatique nous permet de faire la différence entre pathologie et maladie, et c'est absolument fondamental. Les pathologies sont des somatisations ou biologisation de stress psycho-affectif violent, un peu comme la mise en service de la soupape de sécurité d'une cocotte minute sous pression excessive. Les maladies sont des réparations-guérisons qui nous ramènent à la santé. Les pathologies peuvent subsister des années. Il peut s'agir de tumeurs, de lises ou caries, dents, os, muscles, tendons, d'ulcérations, de troubles paralytiques, de troubles endocriniens, de troubles sensoriels, troubles visuels, surdité, acouphènes, de certaines névralgies, névralgie faciale, sciatique, lumbago, de dépression, voire même de schizophrénie ou sortie du réel. Il n'y a jamais d'inflammation ni de bactéries à l'occasion d'une pathologie. Nous pouvons observer en général un discret amaigrissement, même si l'obésité est paradoxalement une pathologie, une tendance à l'hypertension et à la tachycardie, une baisse de l'appétit et du temps de sommeil, une relative fraîcheur de la peau et des extrémités, une alcalose sanguine et une augmentation du RH2. Je vous rappelle, le RH2, c'est donc une constante bioélectronique qui permet de mesurer l'état d'oxydation, d'oxydoréduction. Voir le cours que j'ai publié assez récemment sur la bioélectronique. Les maladies, au contraire, se caractérisent toujours par une inflammation plus ou moins importante, par œdème intracellulaire et très souvent des douleurs. Il est important de souligner que le démontage d'une tumeur se traduit là aussi par un œdème qui peut faire doubler le volume de la dite tumeur en quelques heures au début. Cette brutale augmentation de volume provoque bien souvent des désagréments et des troubles fonctionnels, comme par exemple une occlusion par une tumeur digestive, et affole de ce fait le corps médical officiel. En plus de ces phénomènes inflammatoires, la maladie se manifeste par un ressenti de fatigue intense, une baisse de la tension artérielle, un ralentissement du rythme cardiaque, très souvent une reprise d'appétit associée à une légère prise de poids, un réchauffement de la peau et des extrémités avec souvent de la fièvre, une acidose sanguine avec un RH2 qui reste encore élevé. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que les cancers ne sont jamais dangereux pour la vie en soi, à condition de ne pas manquer d'antioxydants, vitamine C et vitamine E naturelles. Ces vitamines sont essentielles pour que les microzymas puissent travailler correctement, sans altérer jamais les fonctions vitales. Faute de ces éléments essentiels pour eux, les processus pathologiques, comme les maladies guérisons, peuvent être inadéquats et dépasser les besoins. Si la plupart des animaux synthétisent la vitamine C, ce n'est pas le cas de l'être humain comme de tous les primates, des lapins, des cochons d'Inde, etc. Il est donc essentiel pour nous d'être complémentés. Alors attention, quelques idées reçues. Les vitamines ne sont pas des médicaments miracles amenant à la guérison. Elles n'agissent pas directement sur les lésions. Elles ne font pas fondre les tumeurs par enchantement. Ceux qui prétendent qu'à forte dose et par voie injectable, la vitamine C devient un oxydant au même titre que la chimiothérapie racontent des âneries. Plusieurs couches de peinture blanche sur un mur n'ont jamais donné une couleur noire. Les vitamines agissent simplement en facilitant le travail des microzymas. Sida, bronchite aggravée, pneumocytose ou autre. Il est fréquent de constater l'apparition de bronchopneumopathie grave, et même souvent asphyxiante,
avec perte d'une partie de la capacité respiratoire, chez des personnes qui ont été étiquetées préalablement VIH positif, le fameux SIDA. Bien sûr, selon la médecine officielle, ces personnes présenteraient une immunodéficience qui les fragiliserait et expliquerait la gravité de ces atteintes. La faute est attribuée au prétendu virus et aux autres méchantes bactéries qui les ont accompagnées. Oh les vilaines! Comme me disait si justement Alain, il faut arrêter la diabolisation de ces petites bébêtes. À mon avis, le sida n'existe pas en soi. Ce n'est pas une maladie particulière, mais un délire au sens délecture de la réalité médiatique. Au même titre que le couillonavirus actuel. Il a été mis en place artificiellement par des personnalités politiques, le ministre de la Santé des USA dans les années 80, qui n'avait aucune compétence médicale et a pourtant affirmé que le virus VIH en était responsable, puis relayé par les médias, pour faire croire à une épidémie, et donc une montée du nombre de personnes contaminées. On a progressivement associé au sida plus de 40 maladies différentes, comme l'herpès, le zona, les mélanomes, la tuberculose, etc. Pour faire croire à sa gravité, des thérapies classiques antivirales mortifères ont été administrées, surtout au début, dont certaines sont de véritables chimiothérapies effroyables, comme le célèbre AZT. Il faut ajouter bien sûr à cela tout ce qui peut contribuer à un affaiblissement de la vitalité. L'usage des poppers chez les homosexuels, substance hyperoxydante utilisée pour favoriser la pénétration. Une alimentation moderne qui est souvent déjà carencée. Par ailleurs, le traumatisme lié au diagnostic et au pronostic suffit pour générer un scorbut massif. Nous savons en effet de manière scientifique que chaque stress double les besoins en vitamine C. Dans cette mésaventure, les stress sont innombrables, la peur de la mort, l'isolement et parfois même l'exclusion, la culpabilité d'avoir contaminé un tel ou une telle, la dévalorisation en lien avec cette notion d'être pestiféré. Procédé qui est toujours d'ailleurs d'actualité aujourd'hui. Les méthodes sont toujours les mêmes, vous savez. Le stress, responsable d'une atteinte broncho-pulmonaire, est ce que l'on nomme en psychosomatique la menace sur le territoire. Toute situation qui nous pompe l'air, selon le langage populaire familier, est susceptible de provoquer ce type de pathologie. Bien sûr, l'annonce de la séropositivité au VIH est en soi une menace monstrueuse sur le territoire. Quelques mots sur la ZT. Aujourd'hui, on a son équivalent, la ZM. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'azithromycine. Donc la ZT est une chimiothérapie proposée à l'origine pour le traitement des leucémies. Sa toxicité effroyable a provoqué une véritable hécatombe chez les malades qui l'ont expérimentée, au point que le laboratoire a dû abandonner sa commercialisation. L'émergence du sida, ils ont senti une bonne odeur passer, comme on dit, a permis de le ressortir et de le rentabiliser. Les personnes étiquetées sida étant en parfaite santé au début, elles l'ont relativement bien supporté, mais elles finissaient quand même par mourir au bout de 2 ou 3 ans. Mais bien sûr, c'était le sida, et non le traitement, qui était accusé de leur mort. Quand par bonheur un séropositif peut sortir de la peur de la médecine officielle, il va vivre, en plus de sa fièvre et de sa bronchopneumopathie, dont l'intensité est proportionnelle à l'intensité du stress d'origine. Donc il va vivre des céphalées intenses liées à la guérison des foyers de Hammer correspondant dans son cerveau. Toute guérison, à quelque niveau que ce soit, se traduit par de l'inflammation, c'est-à-dire un œdème gonflement intracellulaire localisé. Ces phénomènes vont avoir tendance à réactiver la peur et l'angoisse. Le processus de guérison est alors interrompu, ce qui diminue momentanément l'inflammation, les céphalées et l'intensité des symptômes de maladie. Cette amélioration apparente
fait repartir le travail de guérison, l'inflammation et les céphalées repartent, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, en psychosomatique, un conflit en balance, à savoir un conflit qui se réactive régulièrement. Et puis on va baptiser ça des maladies chroniques. À moins d'un accompagnement par un thérapeute sérieux, d'une complémentation suffisante en vitamines C, E et B, et d'une intense vie spirituelle, l'évolution sera bien évidemment chaotique et plus qu'inconfortable. Et ce n'est pas la faute des microzymas ou des bactéries, mais bien de notre médecine officielle et de ces grands prêtres que nous déifions un peu trop. Alors comme exemple de grands prêtres, nous avons, à l'heure actuelle, bien sûr, chaque époque a ses prêtres. Saint Raoul, vous savez, le grand sauveur de l'humanité. La primo-infection tuberculeuse. Cette maladie se produit habituellement entre 3 et 8 ans. Elle se caractérise par un léger fébricule plus net le soir, de la toux fréquente, de la fatigue, une diminution des performances scolaires, et ce pendant des mois. Elle passe facilement inaperçue car elle touche des enfants fragiles et souvent malades. Elle est retrouvée plus tard chez l'adulte, lors d'examens radiographiques systématiques, devant la présence de cicatrices sur l'image des poumons. Le diagnostic est posé par le virage de la cutie-réaction à la tuberculine et éventuellement par la recherche de bacilles tuberculeux dans les crachats. Ces dernières années, des antibiotiques anti-tuberculeux sont proposés par les médecins pendant des mois, ce qui n'arrange pas la situation, au contraire. La pratique du BCG précoce aujourd'hui a modifié son incidence, sa fréquence apparente et ses manifestations. L'abandon de cette vaccination va sans doute amener sa réapparition, ce qui ne veut pas dire que le BCG soit une bonne pratique. Pendant des années, elle a été attribuée à la contamination de l'enfant par un adulte. Souvent un grand-père ou une grand-mère chez qui on finissait à force d'acharnement par trouver le fameux bacille tuberculeux de Koch dans ses crachats. Ils adorent jouer avec ça, on le voit encore aujourd'hui. Je vous dis, les méthodes n'ont pas changé. Si nous acceptons l'idée que la contagion au sens d'agression par des germes ou des virus venant de l'extérieur n'est pas une réalité scientifique, alors nous devons comprendre cette maladie autrement. Depuis l'émergence de l'homéopathie grâce essentiellement à Samuel Hahnemann, 1755-1843, les médecins homéopathes du monde entier ont vérifié que 9 enfants sur 10, au moins, sont des enfants tuberculiniques. Cela se traduit par une grande fragilité ORL et pulmonaire, voire aussi digestive. Et ce sont ces enfants qui développent classiquement un jour ou l'autre une primo-infection tuberculeuse. Le docteur Hammer, le plus grand pionnier de la psychosomatique, qu'il nommait médecine nouvelle germanique, on parle aussi de biologie totale, avait compris que bon nombre de tumeurs cancéreuses se démontaient sous l'action de bacilles tuberculeux, et en particulier le cancer du poumon. Selon lui, le cancer du poumon est la réponse de notre corps, sous la direction très attentive de notre pilote automatique, le cerveau, à une intense peur de la mort. Nous pouvons nous demander alors à quel moment l'enfant a-t-il eu peur de la mort. Pour le comprendre, il nous faut faire un bond en arrière. La vie intra-utérine passe par 2 étapes. La première dure 3 mois, c'est la phase embryonnaire, au cours de laquelle l'œuf humain passe par toutes les étapes de la vie sur la planète, petite algue, coquillage, oursin, insectes, poulpe, poisson, serpent, mammifère, avant d'être vraiment un petit homme. On a coutume de dire que l'ontogénèse résume la phylogénèse. Ce n'est, à mon avis, qu'à la fin du 3e mois qu'il est vraiment un petit homme, avec une conscience et un esprit. Et il entame alors 6 mois de vie fétale qui, pour lui, sont comme 100 ans pour nous. Il est dans une relative obscurité, ce qui fait que ses yeux ne sont pas opérationnels,
Mais il est capable d'entendre, de sentir, de goûter. Et son cerveau est opérationnel. Il a donc des pensées et des sentiments. Et non pas il a donc des pensées et des sentiments. Petit à petit, son corps physique se trouve à l'étroit. Attention, il faut bien comprendre que le placenta est une partie de lui, un peu comme une écorce. Et il vit donc une sorte de vieillissement. Et peu à peu, il est confronté au caractère inéluctable de l'accouchement à venir, qu'il va vivre comme une véritable mort. C'est là qu'il développe un cancer du poumon, heureusement minuscule à son échelle et à l'échelle de son ressenti. Il semble que le phénomène se produise 9 fois sur 10. Ce cancer du poumon est une pathologie minime. Heureusement, personne ne pense à aller le chercher, à faire une radio ou des bilans. Dans l'optique de la médecine officielle, vous pouvez imaginer les catastrophes que cela engendrerait. Intervention chirurgicale avec ablation d'une partie du poumon, chimiothérapie, radiothérapie. Peu d'entre eux en réchapperaient. Sitôt venus au monde, les microzymas de notre bébé se trouvent confrontés à une problématique majeure. La nécessité de grandir, de croître. À partir de 50 cm et 3 kg en moyenne à la naissance, il va grandir de 4 à 5 cm et grossir de 500 à 900 grammes par mois, et ça tout au long de ses 9 premiers mois de vie. C'est un travail colossal, prodigieux. Pour ces microzymas, le cancer du poumon n'est pas une urgence, il peut bien attendre. Ce pourquoi la primo-infection qui a pour but de le démonter ne survient que beaucoup plus tard. Le BCG est un vaccin qui inocule un milieu de culture spécifique au bacille tuberculeux bovin, une dyscrasie, avec du bacille tuberculeux. Et donc des microzymas confrontés à la problématique du démontage des tumeurs pulmonaires entre autres. Ces bacilles tuberculeux sont programmés pour ça, pour démonter donc des tumeurs pulmonaires. Les bacilles tuberculeux inoculés, et donc les microzymas qui les constituent, ne vont jamais se développer dans l'organisme de l'enfant, hormis éventuellement au point d'injection tant que le milieu dyscrasique étranger persistera. C'est le même phénomène avec les morsures, souvenez-vous. Mais il est clair que cette information étrangère va être, pour les microzymas spécifiques de l'enfant vacciné, une incitation plus ou moins forte à mettre en route le travail de démontage de la petite tumeur pulmonaire, ce qui va se traduire par la fameuse primo-infection. Ce vaccin est bien évidemment malencontreux s'il est pratiqué au cours des 9 premiers mois de l'enfant. Il va le fragiliser considérablement et le mettre en maladie de Barlow. Par contre, bonne nouvelle, l'adjuvant de l'immunité, entre guillemets, est peu toxique ici. Une simple lessive. Bon ça va alors. Et il n'y a pas d'effet toxinique comme dans les autres vaccins. Bien sûr, des bacilles tuberculeux présents dans les poussières de l'air pourront également être une incitation à la mise en route de ce travail de guérison, mais faute du milieu dyscrasique associé, la stimulation sera beaucoup plus légère et souvent insuffisante. Le travail de guérison et la construction des bacilles tuberculeux endogènes se fera au moment où le cerveau de l'enfant l'aura décidé. N'oubliez pas que les microzymas peuvent voyager sur des poussières de l'air. C'est la fin de ce 9e cours, avant-dernier donc. Le prochain cours abordera la notion de virus. Ça sera le 10e et dernier. Pour cette série sur les microzymas. Je me suis gardé le meilleur pour la fin, donc ça sera la cerise sur le gâteau. Vous savez, une cerise avec des petits bonbons dessus, des petits Smarties. Vaut mieux en rire, non? N'hésitez pas à le réécouter. N'hésitez pas à demander à Alain les PDF qui correspondent à chacun de ses cours. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très bon couvre-feu. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, bien sûr, toujours. Hasta la liberación, hasta la victoria, y fuerza a todos los pueblos del mundo. Moi,
j'ai voulu faire quelque chose qui était mon chemin de fille à moi, de femme à moi. Et j'ai rencontré au travers de ce voyage-là, de cette guérison-là, des femmes exceptionnelles que j'appelle mon collier de perles, qui sont toutes québécoises, qui au travers de ce voyage-là, m'ont appris à maîtriser les symptômes, la maladie comme telle, et à remonter à la source. Et la personne qui a été capitale dans ma guérison est une jeune femme qui s'appelle Lynn, qui fait de la biologie totale. Et si je parle aujourd'hui de ça, si je me permets de parler de biologie totale, c'est vraiment pas pour avoir l'air d'une fille qui ramène sa science dans une médecine, quelle qu'elle soit, mais... J'ai osé vous demander de partager avec nous ce qui vous a permis de revenir. Et si je parle de biologie totale, c'est parce que je voudrais juste dire que quand on a un problème qu'on peut guérir de façon effectivement chimique, allopathique, il y a une source, il y a une parallèle à ce problème qu'on peut guérir parce que c'est notre corps qui a parlé de ce que notre tête ne voulait pas avouer, de ce que notre intellect voulait maîtriser, et que la biologie totale arrête de rendre ça tabou, la maladie, et nous permet d'être face à elle et de remonter grâce à elle. La maladie, c'est le mal qu'on dit, et c'est celle qui guérit, vers la source. Et là, effectivement, c'est un voyage choc, parce qu'il est pas long, il dure que quelques mois en biologie totale, et c'est des conversations très, très franches avec la thérapeute qui vous aide à aller au-delà, qui vous fait comprendre le pourquoi du comment vous avez développé cette chose. Et d'abord, le nom de... Biologie totale. Biologie totale. Voilà. Quand vous savez que vous êtes atteinte de cette maladie et que vous devez remonter la pente, vraiment sortir les muscles et dire « il faut que je remonte », il y a des choix aussi qui s'offrent. Vous pouvez tout simplement vous installer dans votre fauteuil et attendre que la vie fasse ce qu'elle a à faire. Ou encore regarder par terre et voir que vous êtes au fond du baril. C'est ça. Alors, ça, je l'ai vu, moi. Il vous reste à vous battre. Oui, mais moi, j'ai été très d'accord avec le fait que j'étais là en bas. Je n'ai pas lutté en disant c'est pas juste, c'est pas normal. Non, j'ai fait OK, on est là. Qu'est-ce qu'on fait pour remonter? Et ces rencontres, c'est parce que j'ai pas lutté contre l'État. Et j'ai accepté l'État et je l'ai compris que j'ai pu me sortir de cet État. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi moi? Non. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je ne suis jamais postée en victime dans ma vie. Jamais. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Parce que souvent, quand il nous arrive des choses imprévues dans notre vie, la première question qu'on est porté à se poser, c'est pourquoi moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Certains vont vous parler de karma. Oui, d'autres vont vous parler de fatalité. Moi, je crois beaucoup à notre destin, mais au fait que nous sommes les artisans de celui-ci. Et qu'on se fait toutes sortes de choses. On est contenu de toutes les plus belles images et de toutes les plus laides. Et nous sommes le projecteur. Nous envoyons ces images dans notre vie. Alors, c'est vous qui décidez quelle image je suis certaine qu'on est... On met en scène nos croyances. Oui. Et donc, on n'a qu'à changer le film quand on n'est pas d'accord avec lui. Ou sortir de la salle. Oui, c'est ça.